Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann qui est caddie professionnel et je vais lui poser plein de questions parce que je suis sûr que comme moi, vous vous posez plein de questions sur les caddies qu'on voit à la télé. On voit notamment le caddie de Jordan Spieth, le caddie de Tiger Woods. On voit qu'ils ont vraiment beaucoup d'influence sur leurs joueurs et justement, eh bien, je vais vous faire partager un petit peu les coulisses de la relation qu'il peut y avoir entre un joueur professionnel et un caddie professionnel. Bonsoir Yann. Comment vas-tu? Bonsoir Joël, ça va bien, très bien. C'est les vacances pour toi, hein, c'est ça? J'ai un petit mois de pause, oui, on peut appeler ça des vacances, oui, C'est tout à bon. fait. On va parler justement de ta vie. Alors, Yann, tu es à Malo-les-Bains, c'est ça? Tout à fait, Dunkerque, Malo. Voilà. Comme ma petite femme. Et en fait, Yann, la particularité que tu as, parce que je pense que c'est une particularité, tu pourras me confirmer ça ou pas, tu es aussi professionnel de golf. À la base, avant d'être caddie, tu as été professionnel de golf. Tout à fait, j'ai passé mon diplôme en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, J'ai exercé quelques temps sur Dunkerque et puis j'étais déjà en contact avec mon joueur auparavant, enfin le joueur avec qui je suis actuellement. d'accord. On a gardé contact, il m'a fait une proposition pour venir le soutenir et le cadayer, ce que j'ai accepté. Et ben voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et ça fait maintenant 7 ans Que tu que fais. je tourne dans le monde entier sur le tour européen. D'accord, très bien. Alors, qui est ce joueur justement? Qui est-ce que tu accompagnes au quotidien et tout au long de l'année? Donc, je s'appelle Julien Ken, Que tout le monde entre connaît. troisième et cinquième français, ça dépend des semaines, on va dire. Ouais. Voilà, top 5 français. Un super mec avec qui je m'entends très très bien. Bien sûr, après 7 ans, on se connaît très bien tous les deux. Et donc, j'ai rencontré au Golf de Touraine, qui était lui déjà en tant qu'amateur à l'époque, avec une très bonne équipe d'amateurs autour de lui, quelques joueurs qui ont fait des apparitions sur le tour européen. Et moi, il m'a vraiment intrigué de par l'acharnement à s'entraîner tout seul, à se poser des questions. Et donc, je suis allé vers lui, et puis tout naturellement, quelque chose s'est créé entre nous, et puis l'histoire est devenue belle par la suite. Ok, parfait. Alors, vous avez vécu plein de belles aventures. Je vais te poser des questions par rapport justement à ce métier de caddie professionnel. Je vais aussi te poser des questions sur ce qui pourrait aider les amateurs, puisque tu as un œil justement, tu as le regard du pro, entre guillemets, du prof par rapport aux amateurs, ce que tu as pu déjà détecter dans la majeure du temps, ce qui coinçait. Je vais te demander justement ce que tu as pu voir sur le tour qui pourrait les aider, et ce qui, au contraire, ce que tu peux voir régulièrement sur le tour, qu'il faut surtout pas qu'ils imitent. Mais juste avant ça, j'aimerais en fait, tu as commencé à en parler, que tu m'expliques comment tu as pris cette décision de passer de enseignant à caddie. Bah, disons que l'enseignement, moi, rapidement, je viens du hockey sur glace. Toute ma vie, j'ai été dans le hockey sur glace auparavant. J'ai toujours fait ce que j'aimais. Le golf a été une suite logique pour moi, puisque les intersaisons de hockey sur glace, nous jouions au golf avec les joueurs canadiens, avec tous les joueurs d'équipe que j'ai pu côtoyer à droite à gauche. Et de fil en aiguille, bon, bah, j'ai décidé de passer mon diplôme de prof pour être au poste que j'aime bien faire passer mes passions auprès des gens. Et donc ça s'est fait assez tout naturellement. J'ai eu assez rapidement une petite lassitude parce que moi j'étais assez dans le haut niveau en hockey sur glace et je voyais bien qu'en golf j'allais rester avec des gens qui débutent ou voir des amateurs un peu plus, et je voulais vraiment aller toucher un petit peu le haut niveau dans ce sport. Par moi-même, il était un petit peu trop tard de m'y mettre, même en tapant des milliers de balles tout le jour à 33 ans, il était un petit peu tard pour aller attraper ce Graal, on va dire. Mhm. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'aller côtoyer les Tiger Woods, les Rory McIlroy, et j'en passais des meilleurs par ce biais-là. Donc, c'est devenu assez logique et ça coulait de source pour moi d'embrayer ce métier de caddie et de partir dans cette aventure. Excellent, excellent. 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 Alors, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, pour toi, c'est quoi les principales facettes de ton métier de caddie professionnel? C'est quoi, en gros, alors il y a plein de facettes, mais les principales pour toi? Beaucoup d'organisation, on va dire, au départ à la maison, puisque là, bah, je te donne un exemple concret. Je rentre de Hong Kong, qui était donc pour nous le premier tournoi de la saison la semaine dernière, et le calendrier est tombé hier. Le calendrier officiel de la saison est tombé hier. Ouais. Donc, bah, depuis hier, je suis en train de réserver mes hôtels, de commencer à regarder pour mes billets d'avion, parce que, bah, bien sûr, plus on les prend tôt, moins c'est cher. Et, et nous
nous payons nos frais, nous réglons nos frais sur le tour. Donc j'en parle rapidement parce que c'est pas non plus quelque chose sur lequel on a besoin de s'étendre. Ouais. Vas-y, De toute façon, je vais te poser une Joël. question. Je vais te poser une question par rapport à ça, donc pas besoin de la développer, on la développera après. Sur le rémunération, coût, etc. Ouais. Donc première facette, l'organisation de ta vie, c'est-à-dire comme tu voyages énorme, première chose, ça demande une certaine organisation. Tout à fait, bien sûr. Là, j'étais en train de regarder. Là, le prochain périple, je pars aux Émirats arabes au mi-janvier. Abu Dhabi, Doha, Dubaï, plus la Malaisie derrière. Donc on est parti pour un mois, donc il faut que je m'organise avec les hôtels le moins cher possible. On a une Caddy Association aussi, qui est de plus en plus performante. Donc on essaie de se mettre pas loin des hôtels des caddies lorsqu'on n'est pas dans l'hôtel officiel des caddies, ce qui est un gros plus pour nous. On a les navettes qui nous permettent d'aller plus facilement au golf, ça nous évite de louer des voitures. Enfin bon, c'est tout du... Il y a quand même une organisation, il y a toute une organisation à l'intérieur du tournoi pour vous, quoi, pour les caddies, spéciales. Ça commence à se développer très très bien et donc nous, on en profite un maximum pour sauver des frais et puis surtout du temps de sommeil, du repos, parce que lorsqu'on se trouve à 45 minutes ou une heure d'un golf, faut compter ce temps de route pour revenir après les parties. C'est moins de temps de repos, c'est moins de temps de travail sur le carnet de parcours lorsque c'est nécessaire du jour au lendemain pour préparer un petit peu, lorsqu'on connaît pas le parcours, qu'on peaufine un petit peu nos notes et qu'on mette ça au clair dessus. Bon, voilà, c'est toutes des petites choses qui... Alors, c'est vrai qu'un jeune de 25 ans, il a certainement moins ce problème-là que nous, mais bon, quand on arrive dans la quarantaine, bien tassé, et puis on a vraiment des journées assez longues et difficiles selon les conditions météo, et selon comment s'est passée tout simplement la journée au niveau golfique. Non, le repos aussi est très important, et bien dormir en tournoi, c'est important, parce que on a souvent, comme là, la semaine dernière, j'avais 7 heures de décalage horaire, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, je dormais 3-4 heures par nuit. Et donc ça, c'est la facette, on va dire, en dehors du parcours. Et sur le parcours, on va dire, voilà, quand tu es avec ton joueur, c'est quoi un petit peu toutes les facettes que tu dois maîtriser? On est sur de la stratégie, donc comme tout le monde le sait, une journée de golf n'est jamais la même d'un jour à l'autre. On a les conditions météo, on a la forme du moment du joueur d'un jour à l'autre, et donc c'est à nous adapter à tout ça, et donc d'être le plus performant pour amener les meilleures décisions dans les moments opportuns, c'est-à-dire aller chercher les drapeaux quand c'est nécessaire et être un petit et jouer du côté sage, voir les cœurs de green de temps en temps. Alors, est-ce que c'est la typologie je te coupe. Alors, en fait, c'est ce qui va se passer. Ça va être, comme je t'avais dit, un échange. C'est-à-dire que avec ce que tu vas sortir, ça va me donner des idées et je vais te poser la question. Et j'ai envie de te la poser parce que je pense qu'elle intéresse aussi beaucoup ceux qui nous écoutent. Tu viens de parler de stratégie. Et cette stratégie, est-ce qu'elle vous l'élaborer avant la partie ou est-ce qu'elle se fait en cours du jeu en fonction de ce qui se passe sur le terrain la plupart du temps? Alors je suppose que ça dépend évidemment de certains couples joueurs-caddy, mais vous, comment vous fonctionnez avec Julien? Est-ce que vous vous dites la veille ou est-ce que vous vous dites avant le tournoi ça va être comme ça? Ou est-ce que c'est un peu des deux ou est-ce que c'est carrément en live sur le terrain? C'est choix. Non, il y a un petit peu des deux. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a des joueurs je te donne un exemple, des joueurs et des cadets qui se rencontrent une demi-heure plus tôt le matin au locker, donc au vestiaire, et qui placent les positions de drapeau ensemble sur le green. Et donc, du départ au green sur les 18 trous, sur le carnet de parcours. Et donc, ça ouvre un petit peu les yeux du joueur, ça lui met déjà un petit peu en tête les zones dans lesquelles il va devoir jouer. C'est pas le cas avec Julien. On connaît bien les parcours, on se connaît bien tous les deux, et c'est vraiment sur son état de forme du moment et du jour sur lequel on va s'appuyer. Si on le sent pas très bien, il le sait, on va plutôt être sage, aussi bien sur les mises en jeu que sur aller chercher les par 52 ou des drapeaux, et donc ça se fait tout naturellement, et on s'adapte. On est plutôt du côté où on va s'adapter jour après jour et trou après trou à ce qui nous est proposé, sur le parcours. D'accord. Donc on a vu donc ce côté stratégique. Quelles autres facettes tu as à gérer toi en tant que caddie au cours du jeu? Au cours du jeu, on a le côté un petit peu psychologie parce que c'est un peu inconscient de notre part, mais bon, c'est vrai que quand on discute avec d'autres personnes, mais les gens nous disent un petit peu des psychologues, et c'est vrai qu'avec du recul, ça ressemble à ça.
Bah, disons qu'on essaie de le sortir du golf dès que possible, hein, puisqu'on le sait tous, c'est, on va dire à peu près 5 heures une partie nous, sur le tour européen, c'est beaucoup, je sais, pour les amateurs, mais c'est la vérité. On essaie d'accélérer le jeu, mais ça reste 5 heures. Et donc, entre les coups, bah, j'essaie de le sortir sa tête un petit justement, de la stratégie, du score. J'ai un joueur qui est assez angoissé de nature, donc c'est un gros travail à faire de ma part de l'en sortir, sinon après 15 trous, il attrape une barre à la tête et il finit avec, il est obligé de prendre un médicament après la partie. On peut des fois ne pas retourner au practice après la partie tellement que ça a fumé là-haut au niveau du cerveau. Donc, bah, je parle de sa famille, je parle des événements qui se passent dans le monde, enfin bon, des sujets. J'y travaille de temps en temps quand je sais que je peux être pris de court ou quoi que ce soit, mais bon, là, ça se fait vraiment naturellement entre nous deux. Et lui peut aussi bien me lancer la perche aussi sur prendre des nouvelles de la famille, de mon grand qui joue, de son index, de ses dernières parties. Enfin voilà, on parle un petit peu de tout et de rien, voir des futurs déplacements, des futurs tournois. Ouais. Est-ce qu'il va jouer celui-là, pas celui-là? Bon, voilà, on sort un petit peu de notre bulle et puis de cette concentration constante qu'on peut avoir lorsqu'il faut préparer un tournoi. Je rebondis là-dessus parce que je sais que beaucoup de golfeurs amateurs pensent qu'il faut être absolument concentré. Il y en a certains qui disent à leur partenaire, bon, écoutez, moi, je ne discute pas sur le parcours parce que j'ai besoin de rester dans ma bulle, j'ai besoin de rester concentré. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que rester concentré pendant 4 heures, pendant parfois même 5 heures, comme tu le dis sur le tour, ça dure plus longtemps. Quand on joue des pro-am, tu en as joué aussi beaucoup, tu sais que parfois ça peut même aller jusqu'à 6 heures. Et bref, évidemment, même sans aller dans des laps de temps aussi longs, évidemment, mais sur 4 heures, tu es d'accord que c'est impossible. Et toi tu vois des pros tous les jours, c'est impossible d'être concentré du début à la fin. Et j'aimerais justement que tu enlèves, que tu casses un petit peu ce mythe de ce que pensent les gens, c'est qu'il faut être focus pendant, enfin d'être concentré à fond la caisse pendant 18 trous. Je pense que tu peux nous le dire, les pros, tu les vois à 10 cm, 20 cm, ils déconnent, ils discutent, ils sortent de leur partie et ils rebranchent après. Hein. Tout à fait, mais tout à fait. Et puis on peut prendre des exemples de joueurs inconnus, comme j'ai des exemples avec Justin Rose. J'avais pas fait 10 pas sur un HSBC il y a quelques années de ça, qui m'interpelle. Alors, t'as combien d'enfants? Tu vis où? Mais je venais de lui serrer la main pour la première fois de ma vie sur le titre départ. On s'est dit bonne partie et voilà, les 3 joueurs ont tapé leur balle et 10 mètres plus loin, bah c'était parti. Bon, ça a continué, pourtant un tournoi important, hein, donc ouais. C'est vrai qu'on aurait pu croire que chacun reste dans son coin, mais pas du tout. Non, ils recherchent ça, ils jouent de temps en temps aussi avec le public. Certains sont un peu showman, ils aiment bien ça, ça leur permet aussi d'évacuer certaines tensions, je suppose. Mais non, c'est vraiment essentiel de sortir de cette concentration constante. On va y venir après, je te tends la perche, Joël, mais tout ça se redéclenche à partir du début de la routine, tout simplement. Okay. On va dire voilà quoi. Bon, après, la routine au niveau professionnel, elle est un petit peu plus importante qu'au niveau amateur, puisqu'il y a une relation caddie-joueur. Donc, nous, c'est certain qu'on va discuter de distance. On va parler d'un choix de club, d'un type de coup, assez rapidement tout ça. Mais dès que la routine est voilà, ça y est, hop, on est reparti dans la concentration. Le joueur revisualise, repart sur ses 2-3 points importants, clés avant de taper son shot. Et là, oui, il est à 100% de concentration maxi. Il joue le coup, et puis derrière, on essaie de faire retomber la pression jusqu'au green, situation suivante. Quoi. Next shot ou shot après shot, ça sont vraiment des choses qui ressortent assez souvent sur un parcours de golf. Hein. Ouais, exactement. Alors, il y a encore d'autres facettes, mais laquelle pour toi, quelle parmi déjà celles que tu as citées là, ou d'autres que tu n'as pas encore citées, c'est quoi la facette de ton job que tu préfères le plus, qui te fait kiffer le plus? Est-ce que c'est de côtoyer les bons joueurs, d'être dans le haut niveau, comme tu disais, c'est ce qui t'a poussé au début? Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Ou est-ce que c'est encore autre chose qui te fait vraiment aimer ton métier et qui le rend passionnant chaque jour? C'est drôle, après, c'est drôle que tu m'en parles, mais je vais en parler vraiment franchement, Joël. C'est vrai qu'avec Julien, ça fait plusieurs temps qu'on en discute tous les deux, que moi je sens une certaine lassitude de sa part, et lui sent une certaine lassitude de ma part. Alors, à propos de quoi? Du lundi, du mardi et du mercredi. C'est-à-dire que sur les jours d'entraînement, il n'y a pas vraiment d'adrénaline. Lui, il va taper des coups, mais ça va pas partir aussi fort que ça pourrait partir en tournoi. Ouais. On en est bien conscients tous les deux.
au putting, on est surtout sur la vitesse des greens en reconnaissance, etc. Donc c'est pas l'important de faire 15 birdies au pro-am ou à la partie de reconnaissance. Mais voilà, on est vraiment en attente maintenant tous les deux. Bon, lui a une famille, elle va encore s'agrandir, sa famille, avec un autre enfant qui arrive en mars. Ouais. Moi, c'est pareil. J'aimerais passer plus de temps à la maison, donc on est vraiment connecté là-dessus. Mais à partir du jeudi matin ou du jeudi midi, lorsqu'il plante le tee, là c'est parti. Et là, on a toujours nos poils tous les deux qui se dressent et, D'accord, donc voilà, c'est le taf, c'est dans la compète, parti, quoi. c'est Voilà. la guerre, ouais. Voilà. C'est la compétition. Donc, voilà, là c'est un petit secret de moi que je te donne, un truc perso de moi et de Julien. Mais c'est vrai qu'on a une petite lassitude. Alors comme il dit bah ouais, mais moi je suis pas Victor Dubuisson, je suis pas capable d'arriver un mercredi soir sans avoir joué un trou du parcours et envoyer le jeudi matin et finir top 3. Et ouais, il est pas comme ça, c'est un peu un diesel, il a besoin de se rôder, il a besoin un peu de se faire mal si ça va pas bien techniquement en début de semaine, de trouver un peu les clés, quand le coach est là, d'approfondir un petit peu tout ça. Et bon, voilà. Okay. Ça fait partie. Après, d'un autre côté, ça a des points positifs. C'est-à-dire que moi, le mercredi, je ne pourrais pas reconnaître les parcours, les changements, les zones de rough un peu délicates, les bunkers où on serait mort. Donc, ça a un intérêt d'être présent auparavant. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu une routine dans ce qui est l'ensemble d'un tournoi de golf. Donc, j'allais te poser la question, mais tu viens de répondre. C'était la première question que je t'ai posée, c'est quelle facette du job qui te plaît le plus? C'est la compète, c'est le haut niveau, c'est ce que tu trouvais par exemple avec le hockey. Et j'allais te demander quelle est la facette qui te gonfle. Tu viens de me le dire plus ou moins, non? Ou il y en a une autre qui te gonfle? Ouais, non, les déplacements. Voilà. Là, les gens ils vont dire, mais il est complètement fêlé, mais les déplacements commencent à me gonfler. Ouais. Les aéroports, j'adorais ça étant enfant, et je commence à m'en lasser un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de temps. Je sais pas, je les compte plus, mais on a 50, 60 vols par an quand même. Ouais. Donc, il faut réaliser qu'on est quasiment des stewards d'Air France, quoi. Je sais pas, mais comme ils volent tous les 3 jours, on n'est pas très loin d'eux. C'est clair. Donc, non, les attentes des aéroports, les machins. Alors après, je vais pousser un petit peu le truc. La vie qui nous reste intéressante, heureusement, parce qu'on est en train d'avoir de plus en plus de cadets français, voire des Espagnols avec qui ça se passe pas trop mal. Et bon, on loue plutôt des appartements maintenant, plutôt qu'être en chambre double dans des hôtels, des choses un petit peu... Voilà, tu vois, on essaie de créer quelque chose, on va chercher notre bouffe, ou je la ramène quand on est en Europe, on se fait à manger entre nous. Voilà, on sort un peu du contexte golf. Aussi, non, peut-être, non? Faites pas ça? Airbnb, si, un petit peu? Oui, tout à fait, de temps en temps. Booking.com, Airbnb, non, ça sont dans mes favoris d'ordinateur, oui, bien sûr. Alors, autre question. C'est quoi, tu connais le sketch des inconnus, c'est entre le bon et le mauvais chasseur. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais caddie? C'est difficile à dire. Maintenant, pour toi, je dis pas de manière universelle, à ton point de vue, puisque je t'interviewe toi. C'est quoi ton point de vue? C'est quoi un bon caddie? Je vais plus partir déjà sur le mauvais, puisque attends, j'étais en train de mettre le doigt sur celui-là. Non, c'est celui qui va intervenir à tout va, tu vois. S'il a rien à dire, il va quand même intervenir, il va quand même ramener sa fraise, alors que le joueur ne lui a rien demandé. Il va intervenir sur la ligne de putt, il va... Voilà, non. Les joueurs ont des doutes, suffisamment de doutes comme ça, dans le choix du club, dans le choix du coup, dans la ligne de putt, etc., qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. D'accord. Donc moi, le fonctionnement avec Julien, pour ça, est très intéressant. Il me prend comme un consultant. D'accord. Donc, quand il a besoin de me consulter, il me consulte, ce qui est quand même assez fréquent de toute façon, même si je valide son choix ou sa décision. Mais quand j'ai mes certitudes, j'essaie de les imposer, je trouve les arguments et on essaie de faire les choses ensemble. Et puis, bien sûr, pour performer, puis se mettre le plus près du trou et de jouer le plus bas possible, ça reste le nerf de la guerre. Après, mauvais caddie, on va pas dire que ce sont ceux qui vont se coucher tard, mais qui vont avoir du mal à tenir toute la semaine physiquement, parce que ils sont un peu sortis dans la semaine, ça n'a pas été très sérieux. Non, j'ai du mal. Mauvais caddie, c'est... Ouais, il y en a certains. Si, mais je vois bien. Ce que tu viens de dire, c'est très clair. C'est très bon, donc on est dans une dynamique. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Sur le circuit européen, il ne doit pas y avoir beaucoup de mauvais caddies, on va dire, a priori, ou alors ils ne vont pas durer longtemps, c'est ça ce qui se passe.
Ben, je vais aller à ton encontre. C'est vrai? Malheureusement, Ah, c'est étonnant. on en voit par rapport à ce que nous, on travaille avec notre joueur. Alors, c'est des choses peut-être que entre le caddie et le joueur, bon, bah, ça lui va bien comme ça au joueur. Mais non, il y a des fois où ouais, il y a certaines aberrations. D'accord. Bon, Même à haut niveau, on peut voir des mais trucs bon, bizarres. je reste en place. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, sur Mais ces certainement caddies, que je dois en faire. D'autres doivent réagir comme ça également. ouais. Et justement sur ces caddies, parce que voilà, donc toi, je pense pas que tu sois le profil type. On dit souvent que les caddies sont des bons joueurs. Donc première question, est-ce que c'est vrai? Et sinon, je pense que c'est très diversifié. Est-ce que toi, tu étais enseignant, donc voilà, tu as un niveau de jeu. Est-ce que c'est le cas pour l'ensemble des caddies que tu connais sur le tour? Ouais, je connais pas, surtout dans les jeunes générations, on va dire, les moins de 40 ans qui ont soit enseigné, Ouais, soit qui enseignent encore, ou certains maintenant qui arrivent même directement, qui ont été caddies toute leur vie sur d'accord. des golfs réputés en Angleterre et qui sont cherchés par cette réputation de cadet de club, on va dire, par certains joueurs. D'accord. Non, ça, il n'y a pas de. Je rebondis Il là-dessus. y a de tout. Est-ce qu'il y a une formation justement? Là, tu dis, voilà, donc là, il y a soit des enseignants de golf, donc qui connaissent quand même plutôt correctement le jeu de golf, soit des caddies qui sont vraiment là depuis longtemps et qui sont sélectionnés parce qu'ils font partie des meilleurs caddies de grands clubs. Et l'idée, c'est, enfin, quelqu'un qui veut devenir caddie pro, est-ce qu'il y a une formation pour ça? Je pense pas, non? Non, on n'a Ouais, pas de formation, malheureusement. Je sais qu'Olivier Lissandou, le cadet de Greg Bourdi, est allé l'hiver dernier sur Paris au National pour faire une intervention au niveau du deuxième degré, je crois, si je dis pas de ouais, bêtises, donc au-dessus des élèves moniteurs, qui a été très apprécié. Il les a mis sur le terrain, il se les a fait cadayer les uns les autres, il a fait des retours là-dessus. C'était à la demande d'Éric Vanier, si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est la seule chose qu'il y a eu. Et derrière, c'est vrai qu'on a eu pas mal de gars qui nous ont demandé à savoir s'ils pouvaient venir en tournoi, si on pouvait leur trouver des sacs, si. ouais, je sais. Je te pose cette Donc, question parce qu'il y en a deux anciens élèves de Bondu un qui a arrêté, mais qui a fait ça pendant plusieurs années. Il y a, comment ça s'appelle, un autre qui veut faire ça. Et puis il y en a un que tu connais très bien, qui jouait au SAR, qui était de Chantaco avant. Tu le connais forcément. Basile d'Alberto, Voilà, exactement. Voilà, donc tout dans le à Nord déjà, ça fait déjà 3 plus 3 toi qui est vraiment à plein temps, etc., ça fait déjà 4. Donc tu vois, ça intéresse quand même beaucoup de joueurs de cadet. C'est pour ça que je me disais, mais tiens, est-ce qu'il existe une formation pour apprendre? Et tu me confirmes que non. Alors, autre question, non. un petit peu les coulisses du Tour européen, parce que vous, les caddies, vous êtes justement au premier plan, vous êtes ceux qui sont les plus proches des joueurs pros, et c'est ceux qui ont, on va dire, accès, on va dire, à ce que les autres ne peuvent pas voir. Et tu vas me donner un petit peu d'infos sur un truc que je veux savoir depuis longtemps. J'ai appris qu'il y avait apparemment en interne, alors de façon non officielle, ça je pense que oui, c'est évident, mais il paraît enfin, plus ou moins officiel, il paraît qu'il y a des concours de drive, il paraît qu'il y a des concours d'approche, ou des trucs comme ça à l'intérieur du circuit. Est-ce que tu peux me confirmer ça, ou au contraire c'est peut-être comment on appelle ça, des rondis? Est-ce qu'il y a des concours, tu vois, où il y a de l'argent à gagner, en fait un tournoi dans le tournoi, enfin des jeux dans le tournoi, tu vois ce que je veux dire? Alors, on a un nouveau directeur au Tour européen depuis l'année dernière qui nous met plein de nouveaux tournois cette année avec de superbes dotations. Ouais, Mais je suis désolé, Joël, je n'ai jamais parlé de ça lors de tournois du Tour européen. d'accord, donc, Ça s'est fait une fois il y a 5 ans en République tchèque. ok, Julien Guerrier, je pense même qu'il a gagné le concours de drive, mais ça s'était passé un mercredi soir d'accord, donc pas à sur un l'intérieur du écran tournoi, pour un sponsor. Voilà. Alors ça peut être fait ponctuellement, mais mais lors du tournoi, non, pas du fausse tout. rumeur, fausse rumeur. Très Oui, bien. tout à fait. Alors peut-être, il arrive, tu vois, je vais quand même te glisser une petite anecdote. Ouais, Je sais, tu vois, que là dernièrement, les Colsart, Sébastien Gros se sont amusés au Trackman, au practice, à voir un petit peu leur vitesse de swing maximum et puis bien voilà. sûr le carry au plus loin. Donc Forcément que, Alvaro voilà. Quiroz, c'est joint à eux, Bernd Wiesberger, bon, Ouais, je te parle de gros frappeurs, bien sûr. Et donc ça s'amuse, Mortis, voilà. d'accord. Driving range,
Et puis les Français sont assez fervents de petits concours de chipping. D'accord. Ouais. Alors ça, ils aiment bien se regrouper, 2 contre 2. Et les concours de chipping, ça peut aller. Ouais. Lorsqu'on joue pas le programme le mercredi, ils peuvent faire 2 bonnes heures de chipping. Et il y a un petit peu de sous, il y a un petit peu de sous à la clé. Entre eux, c'est le repas, bien souvent. C'est le repas? D'accord. Ouais, très Ok. souvent, c'est le repas. De temps en temps, c'est un petit billet, mais non, il plutôt le n'y a repas. pas de gros sous. Très Ouais, bien. ouais. Ok. Alors, euh, à part Julien, c'est qui ton joueur préféré sur le circuit européen? C'est qui celui à chaque fois quand tu es dans la même partie, tu es là, waouh! Bon, moi, c'est Eric Stenson. Oui, c'est un monsieur, de toute façon. Je le connais un petit peu plus que les autres. J'ai qu'à partager. Je connais pas mal son caddie, Ouais, cet Anglais qui habite à Monaco, je le dis, qui est adorable, qui est un monsieur aussi que j'ai suivi dans mes premières années, entre autres, ouais. pour apprendre, hein, bien sûr. Lorsqu'on ratait les quêtes, je partais sur le parcours les week-ends et je me mettais dans les cordes et puis je tendais l'oreille et j'essayais de voir un petit peu les rapports qu'il y avait. Mais non, Eric Stenson, il parle un petit peu français, Ah c'est ouais. toujours bonjour, c'est toujours le sourire, il est adorable, franchement, puis c'est une machine de guerre, quoi. Je Ouais. veux dire, c'est avoir joué, c'est égal. Par contre, ça c'est une déception pour l'instant avec Julien, on n'a jamais joué avec Henrik Ah, Stenson. d'accord. Bah, je te souhaite. On l'a raté devant, derrière, mais D'accord. on n'a jamais encore joué avec Henrik Eh Stenson. ben, je vous souhaite, et on vous souhaite de jouer en 2017 3 ou 4 ou 5 fois, hein. Et en dernière partie si possible. Ouais, c'est gentil, mais ouais, oui, ce serait super. Alors, ça c'est européen. Alors, on peut dire c'est un joueur de classe mondiale aussi, hein, mais maintenant, si on va plus loin, alors tu as fait les JO, hein, tu as fait les JO avec Julien, mais tu as fait d'autres tournois aussi où il y avait des Américains, etc., ou d'autres nationalités. Maintenant, au niveau mondial, quel est le joueur qui t'a fait le plus, waouh, qui t'a fait ouvrir des yeux d'enfant? Bon, moi, c'est le Tigre, hein. De toute façon, Ouais, je suis d'accord. Il est juste en train de revenir maintenant, mais moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à Abu Dhabi il y a 3 ans de ça, avant qu'il se blesse sérieusement. J'étais sur le sac de Christian Sévère à l'époque, ouais, 4 ans même maintenant. Et Christian Sévère était à l'école, dans la même école que lui, la même université aux États-Unis, à Stanford. Et donc, Christian a vu Tiger, il y est allé. Moi, comme un petit chien, j'ai suivi Christian pour aller serrer la main de Tiger, hein. yes. Et, bon, j'ai jamais vu les Spieth, les Jason Day, les Rory n'attirent pas l'œil des gens comme le Tigre peut le faire, quoi. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Il attire le monde, Il a une aura et un charisme qui est inégalé, quoi, qui est inégalé. tout à fait. Ouais, Tout à fait. Au-delà de ça, Jordan Spieth, on l'a découvert l'année dernière à Abu Dhabi, ouais, adorable. ouais, Très, très non, ouvert auprès de tout le monde. Son caddie, j'ai bien échangé avec lui parce qu'il avait sorti un très, très bon article après le Masters lui de l'année. ce mec-là, il est. Je l'ai- Ah, ouais, Et tu ça m'a sens. interpellé. Julien l'a lu, ça l'a interpellé aussi. Donc on est resté un Ouais. peu là-dessus que, c'est pas une question de vie ou de mort le golf. Et Julien, il était angoissé comme il est. On pouvait en arriver là à certains moments. Et ça nous a fait du bien les mois qui ont suivi. Et donc de temps en temps, je lui ressors un petit peu cette phrase-là. Ouais. Et Mais c'est clair que, on a comme tu dirais, tu le dis, c'est un mot que tu emploies dès que tu respectes quelqu'un, c'est que le caddie de Spieth, là, tu sens que c'est, alors Spieth aussi, tu viens de le confirmer, mais tu sens que c'est un monsieur ce gars, tu sens il dégage une sérénité, et tu sens que Spieth, il le regarde tout le temps, il le cherche tout le temps, tu sens que c'est son socle, quoi. Donc de l'avoir rencontré, d'avoir pu discuter avec lui, ça a dû être quelque chose d'assez génial. Euh, pour les gens qui écoutent encore après plus d'une demi-heure, qu'est-ce que tu pourrais, s'il y avait une leçon que tu as tirée pour eux, pour un golfeur amateur, que tu as apprise en regardant toute l'année les joueurs pros, qui pourraient être utilisés par des amateurs, parce que ça te paraît applicable par n'importe quel golfeur, d'accord? Alors je te prends au dépourvu, hein, je t'ai pas prévenu que j'allais te poser cette question, mais justement je veux qu'elle soit spontanée. S'il y a un truc, un conseil que tu dirais aux amateurs en disant bon, les mecs, voilà, moi sur le tour, je vois les joueurs faire ça, faites ça parce que voilà, c'est ce qui va vous aider. Ça peut être la préparation, ça peut être l'échauffement, ça peut être l'attitude sur le parcours, tu vois, ça peut être très global, hein. Comme ça, sans réfléchir, vraiment. Et
routine, Joël. Je t'en ai déjà glissé un mot tout à l'heure, mais la routine, c'est essentiel. Aussi bien pour un amateur. Les joueurs, mais ils sont millimétrés dans leur routine à chaque fois. Et ils sont perturbés par un bruit d'oiseau, par un bruit de voiturette qui freine, peu importe. Ils vont sortir de cette routine et elle va être reprise à zéro. Dans la visualisation, après, chacun est très différent dans sa routine. Là, c'est pas moi qui vais te l'expliquer, mais c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose, voilà, que chaque joueur a en lui. Et de temps en temps, on les voit d'une saison sur l'autre changer leur routine. Et on sent et on voit que c'est un gros travail sur eux-mêmes, mais ça va aller dans le sens, rapporter des choses supplémentaires, plus de positif. Je sais pas, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Je sais que c'est assez global ce que je te parle. Non, mais c'est excellent. Sur les mises en jeu, sur les attaques de green, au putting, au chipping, voilà, à tous les niveaux, du tee jusqu'au trou, c'est vraiment essentiel. Parfait, c'est parfait. Ça peut paraître basique, mais toi tu le vois tous les jours, toi qui es au contact du haut niveau. Les pros, tu me dis si je me trompe, travaillent essentiellement sur leurs fondamentaux perpétuellement. J'ai raison ou pas? Il n'y a aucun problème, non. Mais de toute façon, les pros travaillent là-dessus et moi j'ai la preuve avec le coach qui est Benoît Ducolombier, qui en a sorti quelques-uns quand même et qui a quelques victoires à son palmarès. 90% du temps, je dis bien 90%, c'est grip, posture, alignement et on ne tourne que là-dessus. Absolument. Okay. Il peut y avoir une période d'hiver, un petit point supplémentaire qui va être apporté de quoi pour une évolution. Mais comme tu dis, c'est 90-10. 90-10. C'est ça, exactement. Autre question, avant-dernière question, tu viens de nous donner, on va dire, le thème, le point clé sur lequel les amateurs ont intérêt à imiter les pros. Est-ce qu'il y a autre chose que les amateurs ont envie d'imiter chez les pros et que tu as envie de leur dire, ben non les gars, arrêtez, il ne faut pas faire ça, c'est juste les pros ça. Pareil, sans réfléchir à un truc qui devient comme ça. Ah là, tu me poses une bonne colle. Ah ouais, c'est une colle. Et t'as le droit d'être... Non. T'as le droit de réfléchir. Hein. Quand je te dis comme ça spontanément, t'es pas obligé de répondre du tac au tac. Sauf qu'ils peuvent être tentés de réaliser des shots comme ils voient faire à la télé. Tu vois, c'est excellent. Ça. Ok. Et bien ça, c'est excellent comme réponse. Tu vois, spontané, c'est toujours les meilleures réponses, les réponses spontanées. Alors je vais te demander de développer parce que ça, c'est intéressant. Parce que qu'on soit amateur, avec un index élevé, un index moyen ou même single, ou qu'on soit un pro, on a le même dilemme. C'est-à-dire que on a des choses qu'on sait faire, qu'on maîtrise, on a des choses qu'on fait à peu près correctement de temps en temps, et on a des choses qu'on ne sait pas faire. Et là, quel que soit le niveau, t'es d'accord, même pour un Julien, même pour un Stenson, il y a des moments où ils ont des choix à faire, et ils ont ce panel-là. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ou toi, en tant que caddie, qu'est-ce que tu conseilles aux joueurs de faire? Ou qu'est-ce que tu peux observer, les voir faire dans ce genre de situation, justement, quand ils ont le choix entre attaquer super fort, entre assurer ou entre... Voilà. Disons que les coups Brésil, c'est comme ça s'appelait un petit peu, hein, je pense que tout le monde va comprendre ce que ça veut dire par là. Déjà, il faut que le joueur le sente. Mais la première chose, et ça, j'ai cadayé quelques joueurs et quelques joueuses en Europe, le lie de la balle est primordial. Je suis surtout sur un chip, mais ça peut être aussi sur un long shot dans le rough ou quoi que ce soit, mais sur un chip ou sur une sortie de bunker ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'est Christian Sévère qui m'a marqué là-dessus. Il était capable de se mettre à quatre pattes pour regarder comment était posée sa balle, quoi. Mais vraiment, un peu la profondeur, l'herbe qui était devant, l'herbe qui était derrière. J'exagère, c'était Christian. Christian était toujours dans l'excès. Mais, pardon, le lie de la balle, c'est primordial. Et à partir de là, moi, de toute façon, 9 fois sur 10, c'est la première question que je lui demande. Là, on jouait à Hong Kong, on avait des lie à flyer dans le rough, c'est-à-dire la tête de club qui va accélérer, qui va faire partir la balle plus vite et plus forte. À chaque fois, je lui demandais, est-ce que tu penses que c'est un lie à flyer? Il me dit oui. Et donc là, par rapport à ça, c'était possible qu'on prenne une canne de moins et qu'on joue le cœur de green sagement pour pas être pendu dans le bunker avec la sortie en descente, etc., etc. Mais au chipping, c'est la même chose. Voilà. Okay. Donc même les pros... il faut avouer
que une fois sur deux, une fois sur trois, eh ben on se dit, on va pousser notre chip sur le green et on va accepter notre bogey. Alors on ne se le dit pas dans ces termes-là, Ouais, on se le dit pas dans ces termes-là, mais on se comprend. Voilà. Dans l'idée de ne pas être gourmand, d'aller chercher le coup parfait qui va nous faire tomber dans le baquet, au lieu de sortir avec un bogey qui peut nous faire sortir avec un double ou un triple. Voilà, moi j'ai une petite lumière qui dit hop hop hop, le bip bip là, attention attention attention, ça sent pas bon. Et donc dans ce cas-là, j'essaye d'intervenir et puis de lui amener ça. Il est assez grand, hein. Très souvent il prend la bonne décision par lui tout seul. Ouais. Mais le score fait souvent que on a envie de s'accrocher, on est sur le leaderboard, on a envie de faire le coup magnifique, la télé est là. Voilà, donc c'est à nous d'être lucides dans ces moments-là et le petit rappel alors, voilà, là tu poses ton chip là-bas, on est à 3 mètres, t'as le putt en montée de retour, tu puttes bien depuis le début, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas 4. Voilà quoi, c'est un petit peu le discours que j'aurais lorsqu'il aurait un coup un peu compliqué à effectuer et prendre un minimum de risques. Ok, bon, génial. Dernière question, mais il y en a une autre qui me vient, donc il y aura une question bonus après. C'est quoi ton rêve en 2017? Ton rêve, ce serait quoi le truc que tu as... Donc, ma lumière, elle marche plus. C'est quoi le truc que tu aimerais vivre en 2017? Cette saison, on espère gagner, hein, Joël. Hein. Ouais. Moi, j'ai gagné 2 fois sur le tour. J'en ai quasiment pas dormi les nuits qui ont suivi. La nuit qui a suivi, en tout cas. Enfin, j'avais des étoiles plein les yeux, même si c'est pas moi qui ai levé le trophée. Ce sont des très grands moments. T'es félicité par tout le monde la semaine qui suit. Enfin, voilà, t'as un retour des gens qui connaissent le golf autour de toi. Non, l'année prochaine, ce serait de jouer un grand chelem. Vraiment. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite tous. Voilà. C'est Ouais. ce qu'on te souhaite tous. C'est gentil. Génial. Dernière, ma lumière, là, ça fait boîte de nuit, là, ma lumière. Je sais pas ce qu'elle a. Ouais, c'est pas grave, c'est la fin de soirée. Voilà. C'est trop beau Ah, ce là, cas. on est en boîte, là. Je sais Ouais. pas ce qui se passe. Question. T'as 2 enfants? Oui, Les 2 jouent au golf. le petit un Le peu petit moins, un peu mais moins, dès qu'on voilà. lui met un club dans les mains, ça va très très bien. Ouais, ouais. C'est des beaux enfants, donc ils vont se marier, ils vont avoir d'autres enfants. Oui. Et Papy Yann, quand il va raconter à ses petits-enfants l'anecdote qui tue, le truc qui leur a fait rêver, alors elle n'est pas encore peut-être arrivée, la plus belle, mais à ce jour, qu'est-ce que tu leur raconterais? Ouais, c'est certain que je raconterai là pour l'instant la première victoire avec Julien parce que l'histoire était magnifique. Quoi. On s'est Alors, arrêté de travailler ensemble. Raconte-nous le dernier trou, tiens. Pas toute l'histoire, mais allez, qu'est-ce que vous avez ressenti ensemble le dernier trou? Ou alors c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant. Raconte-nous ce qui aurait le plus intéressant à raconter sur cette victoire. Bah, c'est un tout, je te dis. On a arrêté de travailler un an ensemble d'un commun accord parce qu'il redescendait sur le Challenge Tour. On savait que financièrement, c'était pas viable ni pour lui ni pour moi. J'ai eu l'opportunité de travailler un petit peu avec de la montagne, puis Christian Sévère. Christian commençait à être un peu sur la fin. J'ai recroisé Julien à Dubaï maintenant il y a 4 ans. J'ai dit Julien, on reste en contact parce que je pense que dans pas longtemps on va se retrouver. Il m'a dit c'est parfait, j'attends que ça. Il est parti jouer en Inde, je l'ai contacté, je dis ça y est, je suis libre. Il m'a dit bon ben je t'attends à l'Open d'Andalusia près de Malaga, là-bas dans le sud de l'Espagne, tel jour, telle heure. On s'est retrouvés, on a passé une super semaine d'entraînement. Le coach était là, ça m'a vraiment fait voilà. Quoi, j'étais dans mon élément, dans mon bain et à la fin de la semaine, il lève le trophée, il m'embrasse sur le green. Enfin bon, des moments. Non, la chair de poule. Et puis c'est intéressant que tu parles du dernier trou parce que je revenais avec lui et on a été bons tous les deux. Pas que moi, parce qu'il était quand même vraiment très lucide. Il y avait les télés qui étaient là, on savait qu'on était devant et qu'il fallait peut-être encore un birdie, parce que lui, c'était toujours à l'affût. Manacero est à combien, un tel est à combien. J'ai dit, Julien, ça c'est mon problème, c'est moi qui gère. Donc j'allais voir les gars de la télé pour en savoir un peu plus et je lui dispatchais un peu les informations. Mais c'est qu'au trou, au départ de ce dernier trou, on tapait un fer 3 tous les jours parce qu'il y a de l'eau à gauche et que c'est un peu compliqué. Et on préférait taper un fer 3 pour privilégier le fairway et après avoir une longue canne pour le green. Et ce jour-là, on s'est dit tous les deux, et on l'a pensé, il y a de l'adrénaline, on va en retirer une. Et on a retiré une canne. Il a fait la même distance que les fer 3 les autres jours. Et donc on a tapé fer 4 pour finir avec un birdie
notre planète, puisque c'est le seul qui a fait birdie sur le 18 ce jour-là, avec un triple plateau tout au fond. Tous les Français qui étaient en haut en train d'hurler. Enfin, c'était vraiment un très, très, très bon. Il est même passé aux informations, ce coup-là. Ils l'ont passé aux informations. Et ouais, c'est génial. Merci d'avoir partagé cette anecdote-là. Merci d'avoir répondu avec générosité et d'avoir partagé cette vie que tu as au quotidien. Bravo à toi pour ta passion, c'est-à-dire que tu sacrifies pas, mais on va dire la vie de famille c'est compliqué, que ce soit pour les joueurs pros, mais que ce soit pour les caddies. Donc tout ça pour faire quelque chose que je souhaite à tout le monde, c'est réaliser ses rêves, vivre sa passion. Tu as eu le discernement de te dire, moi en tant que joueur ça va pas le faire, et je vais quand même aller chercher ce que je veux, ce qui me fait vibrer par un autre moyen. Et ça c'est du courage, c'est de la volonté. Tu es un super mec parce qu'on a partagé ensemble un stage au Golf National avec toute l'équipe du Nord-Pas-de-Calais. Tu as fait un travail remarquable pendant ces 2 jours-là, je te l'ai dit le soir, et la preuve en est, c'est que on a eu cette année-là un champion de France qui était Lancelot, qui était moins de 12 ans. On a eu une vice-championne de France qui était Chloé Caron. On a eu 2 finalistes qui étaient le frère de Chloé, qui est Mathieu Caron. L'autre demi-finaliste, c'était Laura Van Respail. Il y avait aussi un autre demi-finaliste qui était Gabriel Navo. Et il y avait aussi 3 autres quarts de finalistes. Et on a passé 2 ou 3 jours, je crois que c'était 2 jours. Tu as passé beaucoup de temps avec les joueurs à leur expliquer justement cette notion de live en disant, toi, le Golf National, tu l'as fait, refait avec l'Open de France, donc tu connais bien ce parcours, tu connais les pièges, tu les as vraiment aidés, tu leur as mis par rapport à la reco, tu leur as bien mis dans la tête, attention les gars, dans ce genre de situation, ne faites pas ça, et attention sur ce trou-là, surtout, c'est pas là qu'il faut aller, c'est là, etc. Et évidemment qu'au bout, eh bien, il y a des résultats parce que quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, eh bien, on veut jouer beau, on veut jouer spectacle, et si on n'a pas cette dimension stratégique, cette expérience du jeu, eh bien, on fait une petite erreur là, une petite erreur là, et puis on perd un match. Et bien, justement, grâce à toi, et j'ai pas peur de le dire, eh bien, cette année-là, on a eu des super résultats, donc merci à toi, et bravo pour tout ce que tu fais. Voilà. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci beaucoup Yann, à bientôt, bonne saison 2017. On te souhaite une victoire avec Julien et puis, eh bien, comme tu l'as dit, un grand chelem. Bye bye. Merci, au revoir. Ciao, ciao.